Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires. Dans l'actualité de ce journal, le soleil est de la partie et les Français partent en vacances. Nous allons d'ailleurs tout de suite aller sur le littoral girondin. Le dispositif de prévention contre les noyades a été présenté et des cas ont été déjà signalés ces derniers jours. Attention donc à tous. Toutes les explications de nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Il est un peu plus de midi sur la plage centrale de Lacanau. L'hélicoptère vient porter secours à un baigneur en difficulté. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un exercice, mais lorsque la situation se produit, c'est ici, au poste de secours, que tout se joue. Pour sortir un estivant de l'eau qui est au large, on a plusieurs solutions. On a la solution de nos filins, mais en fonction des conditions, le filin est inadapté en fonction du courant. Donc notre moyen complémentaire, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile qui nous permet de demander directement à la base un treuillage pour notre victime. Ça nous permet pour nos victimes et nos sauveteurs qui sont en attente derrière la zone d'impact d'avoir cette capacité d'un retour rapide et en fonction du stade de la noyade de la victime d'être pris en charge par le médecin plus rapidement. Le littoral girondin attire chaque année de nombreux touristes et en raison de la crise sanitaire, les vacanciers sont attendus encore plus nombreux cette année. C'est donc un dispositif de sécurité renforcé qui est mis en place. Plus de 100 gendarmes sont ainsi déployés sur le département pour veiller à la sécurité routière. Les effectifs de 16 centres d'incendie et de secours de la Gironde sont également renforcés. Même scénario sur les plages avec une particularité cette année, la présence de la Covid-19. Le Covid a évidemment un énorme impact sur la façon dont l'été va se dérouler. D'abord sur les renforts, on a donc renforcé les centres de secours. Il y a 42 CRS, maîtres nageurs sauveteurs, qui sont dans les centres de secours, donc au meilleur niveau de préparation pour accueillir les personnes. Et ils sont formés aussi risque Covid. Ça veut dire que honnêtement, au premier rhume, je le dis, au premier symptôme, on va se faire tester. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et les centres de secours sont là aussi pour ça. Les médecins qui sont dans les villes qui sont derrière le savent et vont envoyer les personnes se faire tester. C'est très important parce que beaucoup de personnes partent, on a oublié l'affaire du Covid, mais vous savez qu'il fait rage aux États-Unis, en Australie en ce moment. On a vu des reconfinements en Espagne, en Allemagne. En vrai, on a aussi quelques clusters qui peuvent réapparaître en France et on veut les tuer dans l'œuf. Et on les tue dans l'œuf quand les personnes se déclarent. Donc il y a un vrai sujet Covid cet été quand on vient à la plage. Pour l'heure, pas d'obligation de porter le masque sur la plage dès lors que la distanciation physique est respectée. Mais si des pics de fréquentation étaient observés à certaines heures de la journée au plus fort de la saison touristique, rien n'exclurait alors de le rendre obligatoire. Voilà, et les vacances débutent à peine que certains sont déjà en train de retourner à l'école. Direction Toulouse pour le coup d'envoi des vacances apprenantes. Un dispositif mis en place par l'État pour combler les lacunes accumulées pendant le confinement. C'est un reportage de Via Occitanie dans un lycée professionnel à Beaumont-de-Lomagne en Tarn-et-Garonne. Regardez. Première et terminale, eux vont travailler sur des chantiers. Les grandes vacances débutent à peine et certains sont déjà de retour sur les bancs de l'école. Du CP à la terminale, c'est le coup d'envoi des vacances apprenantes pour 6500 élèves de l'Académie de Toulouse. Ce dispositif mis en place par l'État a pour but de combler les lacunes accumulées pendant le confinement. Permettre à tous les élèves qui le souhaitent ou qui en ont besoin de s'investir pendant la période estivale en consolidant les apprentissages et puis aussi en s'épanouissant. Au lycée professionnel Norman Foster à Beaumont-de-Lomagne en Tarn-et-Garonne, ils sont une trentaine à bénéficier du dispositif L'été du pro. Une semaine où ils vont faire que de la pratique, un moment privilégié pour ces futurs travailleurs du bâtiment. Il y a comme une habitude très forte des élèves en fait, à la présence en atelier, à la présence avec le concret, avec le contact avec les outils, contact avec les matériaux. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire à distance. Consolider ses connaissances, réapprendre les gestes avec des projets concrets. Ces futurs bacheliers n'ont jamais été aussi contents de retrouver le lycée. On est bien ici, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a choisi le métier de menuisier. Donc une semaine avec que du professionnel, pour nous, c'était pas... c'est cool, quoi. Ça fait du bien de revenir, je trouve, pour reprendre les gestes et tout, pour pas oublier pendant un mois ce qu'on avait appris en début d'année. Donc le projet, c'est un banc qui va se présenter comme ça. Les professeurs, eux aussi, sont volontaires pour participer aux vacances apprenantes, mais ce n'est pas toujours facile de faire classe avec différents niveaux. On a du seconde, du première, du terminal bac, on a du premier CAP qui sont là.
Donc ils ne voient pas tous les mêmes choses. Mais par contre, c'est sûr que tout ce qui est façonnage acier et soudure qu'on va voir cette semaine sont des choses qu'on voit tout le temps avec eux. Dans l'Académie de Toulouse, 98 établissements vont réouvrir leurs portes du CP à la terminale afin de préparer au mieux cette rentrée de septembre qui s'annonce mouvementée. Et malheureusement, le virus du Covid est toujours là. Le président de la République l'a répété encore récemment. Exemple à l'Île-Rousse, où la campagne de dépistage poursuit son cours. Depuis désormais plus d'un mois, les laboratoires se sont adaptés. Le temps de prélèvement n'excède plus les 3 minutes. Toutes les explications avec ce reportage de Via Télépaésé sur place. Alors, le laboratoire a décidé de fermer ses portes au public à partir de 5 h l'après-midi pour s'occuper spécifiquement de ces prélèvements virologiques à la recherche du Covid. L'objectif est de minimiser au maximum les transmissions croisées au laboratoire. Il faut bien distinguer 2 types de tests au laboratoire. Le premier, qui est le test virologique, le but là est de recherche des gènes du virus. Ça nous donne une information très importante de savoir si le patient est contaminant ou pas. Le deuxième test, c'est un test virologique. Donc là, ça nous permet de poser un diagnostic rétrospectif, de savoir si le patient a été en contact ou non avec le Covid-19. Le temps de prélèvement pour le Covid, c'est à peu près 3 minutes. Pour la sérologie, c'est le temps d'une prise de sang, ça dure quelques minutes. Les tests, oui, sont remboursés. Les conditions pour se faire tester sont les conditions habituelles. Il faut une prescription médicale qui est obligatoire pour le test de biologie moléculaire. Pour le test sérologique, là aussi une ordonnance, mais pas obligatoire. Le patient peut venir de soi-même demander une sérologie, mais qui restera à sa charge. À notre pic d'activité, on avait entre 20 et 25 prélèvements par jour ici au laboratoire. Et là, actuellement, on est légèrement en baisse avec 12 à 15 patients par jour au laboratoire pour ce type de prélèvement. Quel facteur, d'après vous, explique cette diminution ? Tout simplement, c'est qu'il y a moins de syndromes grippaux. Et pour avoir un syndrome grippal à cette période de l'année, c'est un petit peu moins fréquent. En revanche, on a plus de demandes pour les bilans préopératoires et pour certains voyages à l'étranger pour éviter les cas d'importation. Face à cette diminution, faut-il s'inquiéter ? Que les indicateurs de transmission du virus sont faibles. Pour autant, il faut maintenir les mesures barrières et ne pas hésiter à consulter dès qu'on a les premiers signes, quels qu'ils soient. Il faut continuer à rester prudent. J'invite donc les patients à toujours garder le masque le plus possible, notamment quand on est dans un espace qui est confiné. Voilà, les soignants à qui nous devons tant sont toujours à l'honneur. Reportage maintenant au Mans, dans la Sarthe, pour une course de voitures pas comme les autres, la Fun Cup. L'originalité de cette épreuve, ce sont des équipes composées uniquement de personnel soignant qui concourent. Un reportage à toute vitesse de Via LMTV Sarthe sur place. Ils sont infirmiers, médecins ou anesthésistes au centre hospitalier du Mans. Ils ont troqué aujourd'hui leur blouse contre une tenue de pilote karting. Ce soir, on a organisé une sélection donc, pour le personnel hospitalier du Mans, tout simplement pour les remercier de cette période difficile qu'ils ont pu vivre, la première vague étant passée et on espère le plus dur étant derrière. On a voulu les remercier à notre façon en pouvant leur permettre d'accéder donc, au monde de la course via cette coccinelle et une course en Fun Cup, donc de 8 heures, une course d'endurance. 16 volontaires au départ, seuls 6 seront sélectionnés pour la course, 3 hommes et 3 femmes. Moi je suis passionné d'automobile et de sport auto, donc c'est un moment d'une vie. Ouais, c'est un rêve de gamin Oui, faire une compétition automobile, c'est un rêve d'enfant effectivement. Ah oui, c'est génial, c'est génial. C'est une très bonne idée et c'est vraiment gentil de pouvoir faire ça, c'est vraiment top. Merci à Monsieur Fillon. Dans l'assistance, un invité d'honneur. Contaminé par le Covid, il a mis 3 mois sans remettre. C'était un peu dur au début et je me suis bien battu grâce à mes collègues. C'est pour ça que je suis très honoré de participer à l'aventure avec Dr Dominique et puis tous mes collègues de l'AREA, des urgences, tout ça. Quelques tours de chauffe, puis la sélection se joue au chrono en 2 manches. Après une lutte de haute volée, voici les 6 pilotes retenus. On avait des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds sur une piste de kart, donc on avait vraiment un public très hétérogène, mais le niveau était plutôt élevé, on avait des temps plus qu'acceptables, donc je pense que malgré le fait que l'ensemble de l'équipage va découvrir le milieu de la compétition, ils vont être dans des temps relativement acceptables.
Après différentes sessions d'entraînement, nos soignants seront face à une cinquantaine de pilotes, tous au volant de coccinelle. La Fun Cup se déroulera sur le circuit Bugatti les 1er et 2 août. Voilà, et pour les plus sportifs d'entre nous, si nous allions faire un tour en kitesurf, et précisément en Isère. L'idée peut paraître originale, et pourtant, situé à plus de 700 mètres d'altitude au sud de Grenoble, le Monténard est l'un des lacs les plus vantés d'Europe. Une situation géographique qui en fait un spot réputé pour les pratiques du kitesurf, comme nous le montre ce reportage sur place de nos confrères de Télé Grenoble. Regardez. Ce jour-là, sur le lac de Monténard, les conditions sont optimales pour les amateurs de kitesurf. Soleil et vent, malgré une eau à 17 petits degrés. Mais avant de se lancer, un dernier petit briefing s'impose. Quand tu tires là, que ton aile plonge, dès que ça va commencer à tirer et que tu vas venir enrouler tes épaules entre tes genoux, tu vas déjà être en train de corriger la trajectoire de ton aile avec l'autre main. Sport de glisse qui consiste à se faire tracter par un cerf-volant sur une planche. Ce sport est dépendant du vent, un élément qui fait du lac de Monténard le paradis de cette discipline. On a au moins 2 jours sur 3 ou 4 de vent chaque semaine et un vent qui n'est pas trop fort. On a une brise thermique qui est à une quinzaine de nœuds, qui permet une pratique un petit peu loisir avec un vent suffisant et pas trop fort pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Pour cette session de plusieurs heures dans l'eau, Eric communique avec des talkie-walkie pour orienter et guider ses élèves, car sortir de l'eau peut parfois s'avérer difficile. C'est comme dans n'importe quelle activité de glisse, il va falloir regarder au loin. Le regard va donner la direction à prendre et va nous permettre d'avoir une accroche aussi sur les pieds et avoir une glisse qui dure au début 5, 10, 20 mètres et puis après jusqu'à effectuer des bords entiers. Deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, le lac de Monténard a séduit ces 2 Parisiens en quête de sensations venus se perfectionner. On a une grosse dose d'adrénaline en fait. Ce sont des sensations de glisse et en même temps de liberté parce qu'on est complètement autonome. Par rapport au wakeboard par exemple, on est tiré par un bateau. Là on est vraiment autonome donc on ressent à la fois le côté adrénaline de la pure glisse et puis le fait de ressentir les éléments et le vent notamment. Les sensations sont extraordinaires, on a un vent assez régulier et le plan d'eau est superbe, il n'y a pas trop de vagues, ce qui est plus pratique quand on débute. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, donc il n'y a pas trop de monde à éviter, ce qui est très bien aussi quand on débute, donc super. Sport d'une vingtaine d'années, le kitesurf a définitivement le vent en poupe avec plus de 40 000 pratiquants en France. Voilà, nous restons dans les Alpes maintenant, car depuis quelques jours, les accros de neige ont pu retrouver les pistes de ski. Celle du glacier de Val d'Isère, en effet, chaque jour, depuis l'ouverture du domaine skiable d'été, plusieurs centaines de personnes viennent profiter des 6 pistes ouvertes au public. Et Emmanuel Jaudet et Andrea Deconche, pour 8 Mont-Blanc, se sont rendus sur place avec leurs skis, leurs chaussures, leurs bâtons. Regardez. À plus de 3000 mètres d'altitude, les skieurs retrouvent la glisse et la neige. Il faut dire qu'après une saison d'hiver qui s'est finie pour le moins abruptement, nombreux sont ceux qui avaient eu du mal à accepter le fait de devoir ranger les skis. Déjà un peu frustré du ski d'hiver cette année, ça s'est arrêté un petit peu vite et puis c'est un peu l'opportunité de pouvoir venir faire un saut à Val d'Isère. Il y a la piscine, il y a pas mal de choses, c'est assez chouette, c'est proche du parc de la Vanoise, c'est assez joli pour faire pas mal de choses et de pouvoir skier, c'est facile pour nous dans l'organisation. Au-delà des acharnés, l'ouverture du glacier a permis de rassembler de nombreux clubs et équipes nationales. Ce vendredi, ils représentent en effet la grande majorité des usagers des pistes. Il faut dire que pour eux, skier l'été fait partie intégrante de leur formation. L'été, ça nous permet de faire des exercices qu'on n'a pas le temps de faire l'hiver, parce que l'hiver, on est sous pression à cause des compétitions. Et là, en fait, on fait nos gammes l'été. On réapprend à skier, on apprend à skier juste pour être performant après l'hiver. Les sensations sont bonnes, on vient de reprendre le ski parce qu'on a eu quand même une période où on n'a pas pu skier pendant longtemps. Donc ça fait vraiment plaisir d'être sur les skis et de pouvoir réapprendre à skier suite à cette longue période sans ski. Ouais. Pour autant, la crise sanitaire a laissé des traces. Et si aujourd'hui le village comme les pistes de Val d'Isère reprennent vie, il faut désormais savoir s'adapter à un contexte qui reste particulier.
Alors on a un quota, hein, on peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Là, quand on avait les équipes de France et puis l'ENSA, ce que je vous expliquais, les gens qui viennent faire leur formation pour devenir moniteur de ski, là on a atteint ces quotas. Là on est redescendu à plus autour de 200 personnes. Et puis maintenant la clientèle de skieurs individuels arrive. Donc voilà, on a 200, 300 personnes par jour sur le glacier. Il reste encore donc quelques semaines pour profiter de la neige d'été en Haute-Tarentaise. Après quoi, c'est sur la nature, le cyclisme et la randonnée que miseront les professionnels du tourisme pour attirer la clientèle estivale. Voilà, les adultes ne sont pas les seuls à vouloir se faire dorloter. Et si vous emmeniez vos bébés au spa, un phénomène qui ne cesse de croître sur notre territoire, comme ici, tout proche de la ville d'Épinal. C'est un reportage signé par les équipes de Via Vosges sur place. Regardez. Regarde toutes les deux, Lola, je suis avec toi. Je te tiens. On rentre toutes les deux tout doucement dans l'eau. Couche de bain et bouée enfilée, la petite Lola âgée de 5 mois est prête à profiter des bulles et de l'eau chauffée à 35 degrés de ce baby spa. Une première dans les Vosges, ici, à Dommartin-les-Remiremont. Ses parents lui ont fait découvrir cet univers alors qu'elle n'avait que 15 jours de vie. On voit que ça lui fait du bien déjà, donc rien que ça, donc pour nous c'est agréable quoi. On le fait systématiquement, des séances comme ça pour nous, alors on sait que le bienfait que ça nous apporte à nous, ça peut leur apporter la même chose. Quand elle ressort de la séance, elle est toute détendue. Elle a commencé à nous faire des coliques au départ et au bout de 2 séances, elle nous n'en faisait plus du tout. Soulager les coliques, mais pas seulement, les bienfaits sont nombreux et l'environnement aquatique rappelle aux nourrissons des sensations qu'ils ont pu vivre pendant 9 mois in utero. Et un peu de verticalité, je pousse sur mes pieds, ça y est, t'es à l'aise. Ils vont acquérir de nouvelles aptitudes motrices, ils vont explorer tout leur champ aquatique. Ils vont se mettre en position verticale, cette position qu'ils vont retrouver qu'à la marche. Donc les organes vont se mettre dans une position plutôt agréable. Les petites bulles vont détendre toutes les tensions qui sont au niveau de l'abdomen. Et ça va aider au niveau du transit, au niveau des coliques, des reflux. La bouée aussi, avec ses petits jets et les mouvements de bébé, stimule bien les zygomatiques et toute la mâchoire inférieure. Donc ça aide également à la poussée dentaire. Après un moment dans l'eau, Laetitia prolonge la détente par un massage qu'elle préfère appeler toucher bienveillant. Je masse par le ressenti. Avec les nouveau-nés, jusqu'à 9 mois, je commence le contact par les pieds, ce qui les rassure. Ensuite la tête, et puis après je vais au gré des envies de l'enfant. Un massage doit rester quelque chose de bienveillant et dès l'instant que l'enfant se désengage du massage par des petits froncements de sourcils où il montre les épaules, à ce moment-là je change d'endroit où je tourne l'enfant. C'est pour les moments d'émotion très intenses et le lien entre l'enfant et ses parents que l'auxiliaire de puériculture de formation s'est lancé dans ce projet, persuadé que le bien-être a un rôle très important dans l'évolution des enfants. Moi, je trouve que les nouveau-nés, les bébés sont des personnes extraordinaires parce que quand ils naissent, ils ont tout à apprendre. Un enfant a besoin de se sentir rassuré pour s'épanouir et quand il développe de nouvelles aptitudes, s'il se sent en sécurité, entouré de personnes bienveillantes, dans le bien-être, dans le confort, ça va être un adulte sûr de lui qui saura prendre des décisions. Un plaisir qui, comme pour les adultes, a un coût compté de 55 à 75 € la séance d'1h30 environ, accessible pour les nourrissons, enfants et adolescents. Moi, ça te fait du bien, ça, Lola. Et pour les plus grands, une bonne nouvelle maintenant, la réouverture des thalassothérapies. La Bretagne en compte une dizaine de ces établissements et ils réouvrent progressivement leurs portes. À Roscoff, les clients peuvent revenir depuis une semaine dans le respect bien sûr des gestes barrières, comme l'explique ce reportage réalisé par Louane Leroux pour la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Se relaxer, oui, mais pas sans masque. Depuis une semaine, les clients ont retrouvé les massages de la Thalasso de Roscoff. Anaïs, praticienne, s'est adaptée aux nouvelles conditions de travail. C'est sûr que nos manières de travailler sont quand même un peu différentes. Plus de protocoles de nettoyage, de désinfection. Après, il faut savoir que dans notre métier, il y avait déjà un protocole d'hygiène qui était très très strict. Colette, habituée des lieux, n'était pas inquiète à l'idée de revenir dans l'établissement. Et de toute façon, avant le Covid, il y avait déjà beaucoup d'hygiène, beaucoup de respect des choses, donc j'avais pas très peur par rapport à ça. Alors, par exemple, dans les lieux d'attente, les lieux communs, on a fait des affiches. Marianne Barre a pour mission de former les salariés au protocole sanitaire. Pour éviter les contaminations, certains soins sont inaccessibles.
pour l'instant notre fermeture momentanée de certains soins ou certaines structures, comme le sauna et le hammam, en effet, par rapport à la chaleur humide surtout. Les cols de cygne que nous avons fermés, c'est pour éviter les projections. On a fait le choix aussi de ne pas faire des massages trop physiques, massages hawaïens, caribéens. Là, on les a modifiés pour d'autres soins. La capacité d'accueil de la Thalasso a été réduite de moitié. D'habitude, l'établissement reçoit 200 clients par jour. En ce moment, ils ne sont qu'une trentaine à pousser les portes. Il faut savoir que nous, on a fermé sur le mois donc mars, avril et mai, qui sont habituellement des mois qui sont très forts pour la Thalasso, puisqu'il y a les vacances scolaires, il y a les ponts également, donc c'est là où on accueille vraiment un maximum de clients. Donc on estime environ à 7 millions d'euros la perte de chiffre d'affaires. Malgré les pertes financières, la Thalasso a offert 1000 séjours au personnel soignant mobilisé pendant l'épidémie. Voilà, nous partons maintenant faire un tour de bateau, mais en Moselle. Nous vous proposons une balade touristique et vous présenter un ascenseur à bateau unique en Europe. Tous les détails avec les caméras embarquées de nos confrères de Via Mirabel sur place. Bonjour. Bonjour. C'est parfait, bienvenue à bord. Merci. Sur cet ancien bateau-mouche de 1937, les touristes se préparent à découvrir un ouvrage unique en Europe, le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller. Nous nous trouvons dès à présent dans le chariot-bac. Le chariot-bac, c'est quoi? C'est une écluse qui se déplace sur des rails. Et on descend pendant 4 minutes sur une pente de 108 mètres qui a une inclinaison de 41%. Et on franchit un dénivelé de 44,55 mètres. Mise en service en 1969, cet ascenseur à bateau, propriété des voies navigables de France, permet de remplacer 17 écluses traditionnelles et d'économiser 18 heures de trajet. Une présentation du site que l'Office de tourisme du pays de Phalsbourg partage à nouveau aux touristes. Les visites guidées ont repris le 10 juin dernier, une saison touristique qui démarre avec 2 mois de retard. Alors autant dire que la reprise est appréciée des équipes comme des touristes. Ça fait longtemps qu'on voulait le voir et puis on a profité. Et là, des beaux jours, il était temps qu'on puisse se promener un petit peu et puis prendre l'air. On a fait le château du Haut-Bar, le plan incliné. On a été plus haut sur Wissembourg. Toute la région est très belle. Je ne suis vraiment pas déçue. Au pied du plan incliné, la croisière se poursuit sur le canal de la Marne au Rhin. Elisabeth et sa famille, tout droit venus de Suisse, découvrent la région un peu par hasard. Un séjour de 4 jours programmé à la dernière minute. Alors on avait un autre projet de vacances qui a été bien entendu annulé avec la situation actuelle du Covid. Et puis on a trouvé cette alternative et puis on est très enchantés de visiter cette région. La vallée des Éclusiers a été classée l'année dernière dans les 10 plus beaux détours cyclistes de France. L'Office de tourisme compte sur cette clientèle de proximité ainsi que des pays limitrophes pour faire revivre le site. Mais la fréquentation est encore timide et surtout aléatoire. 25 à 90 visiteurs par jour en semaine, 100 à 300 le week-end. On peut considérer qu'on a divisé par 2, voire par 3 le nombre de visiteurs sur le site depuis qu'on a rouvert. Néanmoins, c'était très important pour nous d'ouvrir le plus rapidement possible, dans le sens où le plan incliné est un peu le moteur d'attraction de l'activité touristique de toute la vallée, et même au-delà. C'était un indicateur important pour les autres opérateurs touristiques du secteur, les hôteliers, les hébergeurs, les restaurateurs, que le plan incliné soit à nouveau ouvert au public. Depuis, le site enregistre une augmentation progressive des entrées. L'Office de tourisme est confiant, la cadence des balades a été augmentée pour le mois de juillet. 5 départs sont à présent proposés chaque jour. Voilà, et si vous passez par la Loire-Atlantique prochainement, eh bien arrêtez-vous dans les marais salants de Guérande. Il constitue un site remarquable du patrimoine européen. Le sel gris, le gros sel et la fleur de sel ont fait la renommée de toute la presqu'île guérandaise. 200 paludiers, c'est comme cela qu'on les appelle, pratiquent de nos jours encore une tradition et un savoir-faire identique depuis 1000 ans. Regardez ce reportage. On appelle cela un la, cette sorte de gros râteau typique des paludiers. C'est la saison de la récolte du gros sel dans les œillets. Nous sommes dans une saline tout près du village de Quérignon, sur la presqu'île guérandaise. Et cette récolte 2019 s'annonce prometteuse. C'est le cas pour Laurent Boulot, paludier depuis 25 ans. Alors 2019 pour l'instant c'est une bonne récolte, même si elle s'arrêtait là. Donc sans augurer de ce qui va se passer par la suite. Et pour la suite, on peut espérer que de bonnes récoltes, la récolte se transforme en très bonne récolte. Et ce bon début de récolte, on le doit essentiellement à une météo très favorable. Donc faible pluviométrie, beau temps, chaleur aussi. Donc les deux facteurs, le vent et la chaleur conjuguée, qui favorisent l'évaporation de l'eau de mer et par-delà la bonne production de sel.
Pour une saline comme celle de Laurent, la coopérative à laquelle il adhère a fixé un quota de 5 tonnes de production de sel. En 2018, il avait péniblement atteint ce seuil début octobre. Cette année, l'objectif est déjà assuré alors que nous ne sommes qu'à la mi-juillet. Ça va être la première année où le quota de fleurs est atteint aussi vite, ce qui va bouleverser, mais sans que ce soit négatif pour autant, ce qui va bouleverser notre organisation du travail, puisque on va laisser tomber l'axe fleurs de sel et l'horaire fleurs de sel de l'après-midi. Malgré tout, le paludier reste vigilant. Si le soleil et le vent sont idéaux pour les salines, la canicule qui revient la semaine prochaine ne l'est pas, ni les orages. Voilà, fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur les chaînes TNT locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. D'ici là, bon courage à tous. Au revoir.